Ravi de vous retrouver pour le 19h. En temps de pandémie, les patients souffrant de maladies chroniques doivent continuer à consulter. La psychose que peut engendrer le coronavirus chez certains ne doit pas les empêcher de se rendre régulièrement chez le médecin traitant ou le centre de santé de leur quartier. Démarrage aujourd'hui des examens des filières de la formation professionnelle. Près de 60 000 stagiaires sont concernés. Reportage à Marrakech et éclairage en direct dans ce journal avec la directrice générale de l'OFPPT. La préservation des emplois, principale préoccupation des professionnels du tourisme. Un plan de relance est déployé avec à la clé des indemnités mensuelles pour les salariés jusqu'à la fin de l'année. Mais tout d'abord, l'essentiel du bulletin quotidien de la pandémie du Covid-19 au plan national. 2121 nouveaux cas confirmés depuis hier 18h, 34 décès, 2077 rémissions. Le nombre des cas actifs est de 17 629 pour un taux de prévalence de 48,5 pour 100 000 habitants. Les cas sévères et critiques s'élèvent à 263 patients, dont 58 intubés. L'Institut national d'hygiène vient de publier la liste des laboratoires privés autorisés à faire le test PCR de dépistage du Covid-19 dans différentes régions. Il s'agit de 18 laboratoires privés répartis sur 5 régions, 8 à Casablanca-Stade, 4 à Fez-Meknès, 3 à Tanger et Tétouan-el-Hoceïma, 2 à Rabat-Salé-Kenitra et un seul laboratoire à Agadir. La participation des laboratoires privés d'analyse de biologie médicale se fait conformément aux exigences d'un cahier des charges qui fixe les conditions techniques auxquelles doit répondre un laboratoire de diagnostic du Covid-19 par la technique PCR. Il n'y a pas que la pandémie du Covid-19. Le système de santé fonctionne normalement pour prodiguer des soins aux patients souffrant de diverses autres infections et maladies. L'offre de santé de proximité est toujours en première ligne. Reportage dans un centre de santé à Casablanca qui accueille 70% de patients souffrant de maladies chroniques. Saïd Al-Idrissi, Mohamed Aitlishkar. La psychose du Covid, elle n'a que trop éloigné bien des patients des centres de santé de proximité. Et pourtant, ces centres redoublent d'efforts et de mobilisation pour accueillir, orienter, prendre en charge et dispenser les services de santé habituels. Gynécologie, vaccination des enfants et traitement et suivi de différentes pathologies, notamment les maladies chroniques. Ici au centre de santé, on s'occupe, il y a une prise en charge des malades chroniques bien sûr, tels que les malades asthmatiques, les hypertendus, les diabétiques. On donne les conseils aux diabétiques et hypertendus de venir consulter et ne pas rater le rendez-vous. Il faut qu'il soit bien équilibré pour que l'immunité soit correcte. Tout un planning est préétabli et est appliqué au niveau de chaque centre de santé pour le suivi régulier des personnes souffrant de maladies chroniques. Des médicaments leur sont fournis régulièrement. Ces malades sont vus au centre de santé à travers des rendez-vous préétablis pour qu'ils viennent consulter et donc prendre les médicaments nécessaires qui sont bien sûr disponibles au niveau des centres de santé, type insuline ou médicaments de l'hypertension artérielle ou médicaments de l'asthme. Ces visites dans les centres de santé par les patients souffrant de maladies chroniques se déroulent donc selon un planning préétabli, mais avec des rendez-vous espacés, adaptés aux exigences des mesures de distanciation physique en cette période de pandémie du Covid-19. Autre système lourdement impacté par la crise sanitaire, celui de l'enseignement. Les examens des filières de la formation professionnelle ont dû être repoussés. Près de 60 000 stagiaires de l'OFPPT ont aujourd'hui commencé à passer les épreuves reportées de fin de formation au titre de la session 2020 dans différentes villes, à l'exception des régions faisant l'objet de restrictions sanitaires liées à la propagation de la pandémie. Reportage à Marrakech, Amina Al-Mu'tasim Bilal Bouazabi, le commentaire est de Nisri El-Hamdawi. Ils sont venus tôt ce matin à leur centre d'examen de l'Institut spécialisé de gestion et d'informatique à Marrakech. Eux sont des stagiaires de cet établissement. L'examen en temps du Covid-19 impose tout un rituel de prévention sanitaire. L'ensemble des candidats se soumet volontiers à ce protocole, source de rassurement pour eux. Nous sommes venus ce matin pour passer l'examen. Tout se passe bien.
La distanciation physique est respectée. À l'accueil, on nous a mesuré la température. Même la bavette nous a été fournie. La désinfection des mains est de rigueur aussi à l'entrée. Nous avons rejoint nos classes tout en suivant le circuit qui nous a été tracé. Les tables sont disposées dans le respect de la distance d'1 mètre. Outre les mesures barrières appliquées scrupuleusement de l'entrée et jusqu'à la sortie de l'Institut, l'organisation de l'examen obéit à une logique d'effectifs réduits. Donc, toutes les mesures nécessaires ont été prises, donc, avec un veille particulier, justement pour respecter le protocole sanitaire nécessaire, d'accord ? Et ce, depuis donc l'accès du portail de l'établissement. L'examen, comme je l'ai dit, donc, il est étalé sur 4 jours, selon un calendrier bien déterminé par filière. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, donc, 2 filières ce matin, 2 spécialités, et l'après-midi à partir de 15h, il y a 2 autres spécialités. Toutes les conditions semblent être réunies pour permettre à l'ensemble des candidats de se concentrer au maximum sur leurs épreuves. Leur sécurité sanitaire est sous contrôle dans ce centre d'examen. Et pour en parler justement, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Loubna Trisha, nous rejoint en direct depuis Marrakech. Madame la directrice générale, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Bonsoir. Alors, la précédente année de formation avait été très spéciale en raison de la crise du Covid-19. L'OFPPT avait dû recourir à la formation à distance. Pas très pratique pour ce genre de formation, c'est vrai, mais il n'y avait pas de solution alternative. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui ? En adaptation à la situation pandémique, l'OFPPT a adopté depuis mars 2020 la formation à distance au profit de ses stagiaires afin d'assurer la continuité pédagogique dans un contexte d'état d'urgence sanitaire. Avec un total de 10 000 classes virtuelles mises en place, ayant permis d'assurer près d'1 demi-million de séances de formation à distance au profit des stagiaires et de réaliser 1,5 million d'heures de formation, le bilan de cette première étape s'avère positif et très encourageant si l'on tient compte du contexte d'émergence dans l'urgence qui le caractérise. En tant que premier exercice, il a permis tout d'abord de confirmer la forte réceptivité au digital des différents acteurs concernés, les stagiaires mais aussi les formateurs et le staff technico-pédagogique. Il a permis par ailleurs d'identifier les bonnes pratiques qui seront préservées pour la suite, mais aussi de révéler les limites et les contraintes qui nécessitent des actions d'amélioration appropriées. Parmi les bonnes pratiques, je citerai le parti pris dès le départ pour le système des classes virtuelles, généralisé à l'ensemble du dispositif, la digitalisation des contenus de formation, 3400 nouveaux contenus ont été produits et partagés avec les stagiaires au titre de l'exercice précédent, à travers une plateforme avec gratuité d'accès à Internet. Il y a aussi la mise en place d'une plateforme e-learning pour l'apprentissage des langues et le déploiement de plateformes virtuelles adaptées à différents secteurs en collaboration avec nos partenaires. Concernant les limites révélées, je citerai en revanche la faible adaptation des niveaux les moins qualifiés, notamment spécialisation et qualification, et dans les programmes se font généralement à travers des travaux pratiques. Il y a aussi l'insuffisance de la formation à distance, dispensée exclusivement, à couvrir l'ensemble des compétences et dans certaines requiert le contact direct avec la machine et l'équipement. Donc, fort de ces retours d'expérience, nous avons opté pour le lancement de l'année de formation 2020-2021 pour un mode de formation hybride, selon lequel les contenus théoriques seront dispensés à distance avec la planification de séances en présentiel pour les compétences qui requièrent de la pratique. Alors aujourd'hui, environ 60 000 stagiaires ont entamé les examens de fin de formation. On a vu le reportage tout à l'heure à Marrakech. Quelles sont les dispositions prises pour éviter toute propagation du Covid-19 au sein des centres d'examen? Et qu'en est-il pour les stagiaires atteints du Covid ou issus de quartiers abritant des foyers pandémiques, comme c'est le cas à Kazakh, Netra ou Sidi Slimane? D'accord, donc effectivement, près de 60 000 stagiaires de deuxième année, des niveaux qualification, techniciens et techniciens spécialisés, relevant de 120 filières de formation, passent leurs examens de fin de formation cette semaine au sein de 240 de nos établissements au niveau national, exception faite des zones assujetties aux restrictions par le gouvernement. Donc, afin de préparer au mieux et de favoriser le déroulement de cette opération dans les conditions optimales, les évaluations ne vont porter que sur les contenus ayant été disponibles
dispensés en présentiel entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020. Les sessions de révision ont été dispensées au profit des stagiaires tout au long du mois de juillet dernier. Des webinaires sur la préparation des examens dans ces circonstances particulières, animés par des coachs spécialisés, ont été organisés au profit des stagiaires. L'organisation a également été adaptée en optant pour des épreuves de synthèse qui permettent aux stagiaires de passer toutes leurs épreuves lors de la même journée. Sans oublier bien entendu le protocole qui inclut l'ensemble des mesures sanitaires qui est dûment appliqué à l'ensemble de nos établissements pour protéger les stagiaires et les collaborateurs. Dernière question, Madame Trécha. Quel est votre message pour assurer les stagiaires des écoles et instituts de formation professionnelle, pour les rassurer sur le plan sanitaire d'abord et pour le déroulement de la nouvelle année de formation qui devra démarrer la mi-octobre? Alors, dans un premier temps, je souhaiterais souhaiter aux stagiaires concernés par les examens le meilleur rendement lors des épreuves et que cette étape catalyse la concrétisation de leur projet professionnel. Je salue par la même occasion la grande capacité d'adaptation de l'ensemble des stagiaires quant à l'évolution de notre mode pédagogique et salue leur soif d'apprendre et de réussir. Madame Lobna Trécha, directrice générale de l'OFPPT, merci pour ces explications. Vous étiez en direct depuis Marrakech. Nous prenons à présent la direction du Moyen Atlas pour parler de l'ambiance de la rentrée scolaire dans le rural comme dans les zones urbaines. La reprise se fait selon un modèle pédagogique hybride, selon la préférence des familles. Nous le verrons dans ce reportage dans la commune territoriale Sidi El Mrfi, non loin d'Ifrane. Ahmed El Fadeli, Boubkar Ben Ghabrit. Après le salut de l'hymne national, direction les salles de cours. On se réjouit de la reprise, une rentrée scolaire bien covidée cette année. Attention au respect des gestes barrières et aux mesures d'hygiène. L'établissement scolaire compte beaucoup sur le civisme des élèves. L'établissement a mis à notre disposition tous les produits de désinfection. Il nous a été demandé de respecter les règles d'hygiène et surtout la distanciation physique. Face aux changements qui ont été affectés notre système de travail à cause du coronavirus bien sûr, et puisqu'on a arrêté l'année passée dès le mois de mars, ce qui nous a empêché de terminer notre programme, même si on a adopté un travail à distance avec les élèves, mais tant qu'on est dans une zone rurale, pas mal des élèves qui n'ont pas bénéficié. Alors, ce qui nous a conduit cette année, c'est d'adopter des solutions pour récupérer plus ou moins, et tout ça d'après l'évaluation diagnostique qui va nous permettre de détecter les lacunes des élèves et les corriger afin de soutenir et renforcer leurs acquis. Dans le protocole sanitaire de la rentrée scolaire 2020-2021, le port du masque est obligatoire dès la 5e année du primaire. Les salles de classe doivent être aérées avant l'arrivée des élèves, pendant les pauses et après le départ des élèves. Plusieurs scénarios sont mis en place. Pour réussir cette rentrée scolaire inédite où le défi sanitaire s'impose et implique un défi pédagogique, les inspecteurs pédagogiques au niveau de la direction ont travaillé pour prévoir les scénarios à mettre en place lors de cette rentrée. L'alternance est le modèle qui règne. Il consiste à partager le temps d'apprentissage entre le présentiel et l'auto-apprentissage et à partager aussi l'espace entre les différents niveaux. De nombreux parents d'élèves ont opté pour l'enseignement en présentiel. L'enseignement présentiel est adopté en alternance avec l'enseignement à distance. Toutes les classes sont réparties selon un planning bien défini. Le nombre d'élèves ne dépasse pas les 20 par salle de classe. La province d'Ifrane compte 16 000 élèves sur les 7 millions ayant retrouvé les bancs de l'école dans le royaume. Malgré le Covid-19, plus de 70% des parents ont opté pour l'enseignement présentiel. Le nombre des cas positifs augmente fortement à Agadir. La ville décide de mettre en place un dispositif de restriction pour freiner la propagation du virus, avec notamment la fermeture de la plage. Et puis, l'un des foyers de contamination, le souk hebdomadaire, a fermé ses portes aujourd'hui, tout comme les jardins publics, les commerces de proximité, les grandes galeries commerciales et les cafés qui sont contraints de baisser le rideau à 22 h.
Le président du Haut Conseil d'État libyen Khalid El-Meshri a exprimé aujourd'hui ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi et au Maroc pour les efforts consentis en vue d'assurer le succès du dialogue libyen tenu récemment à Bosneka entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen du Parlement de Tobruk. Nous ne pouvons qu'exprimer nos remerciements et notre gratitude au Royaume du Maroc, roi, gouvernement et peuple pour les efforts déployés afin d'assurer le succès de ces réunions, a souligné El-Meshri dans une allocution à Tripoli sur les développements et nouveautés du dialogue politique interlibyen. Cette réunion, et contrairement à ce qui est véhiculé, n'a abordé ni directement ni indirectement les noms des occupants de ces postes. Il s'agissait plutôt de définir un cadre approprié pour mettre en œuvre l'article 15 de l'accord politique libyen qui concerne les postes de souveraineté et d'adopter ce cadre à travers deux institutions, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État, a tenu à souligner le président du Haut Conseil d'État libyen. Les couleurs du ciel, il fait un peu plus frais ces derniers jours avec des températures plutôt de saison en ce début de semaine. De faibles pluies ont même été enregistrées dans certaines provinces. Ces dernières 24 heures, 6 mm ont été enregistrés à Nador, 5 à Ifrane et moins d'1 millimètre à Tétouan. Et puis sachez que les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint ce jour plus de 6,19 milliards de mètres cubes. C'est un taux de remplissage de près de 40%. Ce niveau demeure inférieur à celui enregistré à la même date de l'année dernière, durant laquelle les retenues enregistrées étaient de près de 7,64 milliards de mètres cubes, pour un taux de remplissage de 49%. Triste nouvelle, la scène artistique a perdu aujourd'hui l'une de ses célèbres et talentueuses figures. Le comédien dramaturge Anwar El-Joundi est décédé à Rabat à l'âge de 59 ans d'une longue maladie. Issu d'une famille d'artistes par excellence, puisque son père, Feu Mohamed Hassan El-Joundi, était un géant de l'art qui avait enrichi de ses œuvres la scène théâtrale et cinématographique marocaine et arabe. Feu Fatima Belmziane, la mère d'Anwar El-Joundi, elle aussi a marqué de son empreinte le monde de l'art grâce à de nombreuses œuvres dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Le défunt a commencé très tôt sa carrière, en se distinguant dès l'âge de 12 ans par son rôle d'un enfant palestinien dans la pièce de théâtre Al-Qadiyya. Écrite par son père, a marqué de son empreinte la scène artistique en présentant plusieurs œuvres dans les domaines de la mise en scène et du jeu d'acteur, avec une touche qui incarnait sa vision. Le défunt a également écrit plusieurs pièces de théâtre et participé à des œuvres cinématographiques et télévisées, notamment le film Abdou chez les Almohades et les séries Al-Wasiya et Rabi' Qurtuba. Touché de plein fouet par la pandémie, le tourisme est en crise. Les recettes sont en repli. Durant les 6 premiers mois de l'année, l'activité touristique a enregistré une perte de plus de 11 milliards de dirhams. Le gouvernement et les professionnels du secteur se serrent les coudes pour sauver une filière vitale pour l'économie. La préservation des emplois est une priorité. Une série de mesures ont été adoptées. Les précisions avec Hassan Silla, Hafed Louari et Mounia Marouche. Depuis le début de la pandémie, le secteur de l'industrie touristique traverse une des plus graves crises de son histoire. Au terme des 6 premiers mois de cette année, les recettes du tourisme ont accusé une baisse de plus de 33%, soit 11 milliards 100 millions de dirhams. Quant au premier trimestre de cette année, le secteur a connu une baisse de sa valeur ajoutée de 7%, après une hausse de 2,9% il y a une année. Selon les experts, le tourisme est un secteur clé de l'économie marocaine. Par exemple, en 2019, il a drainé plus de 80 milliards de dirhams, soit plus de 8% du PIB. Pour limiter l'impact négatif de la crise du secteur touristique et accélérer sa relance, le ministère de tutelle a élaboré un contrat-programme avec 21 mesures. Les bénéficiaires sont les hôtels, les agences de voyage, les transportateurs touristiques, dont les salariés vont bénéficier encore de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 2000 dirhams jusqu'à la fin de l'année en cours. Idem pour les guides touristiques.
Ce soutien est vital pour nous, mais également pour nos employés. Il a permis de préserver des emplois. C'est très bien, mais en tant que directeur d'agence de voyage, j'ai besoin de savoir quand les frontières vont être ouvertes. Est-ce en fin d'année? Avec ce manque de visibilité, il nous est difficile d'établir notre plan d'action pour les semaines qui viennent. Tant le danger du Covid plane un peu partout, les perspectives demeurent incertaines pour le secteur touristique. Et pour sauver le secteur, les professionnels tablaient sur le tourisme interne durant l'été, mais cela n'a pas suffi pour remettre en marche la machine. Parmi les segments qui ont le plus pâti de la crise, le tourisme de montagne. Éclairage dans ce reportage d'Ahmed El-Fadeli, commenté par Oumaima Ramli. Personne à l'horizon. Il a fallu attendre plusieurs minutes pour enfin croiser des patients. D'habitude bandés, les inconditionnels des balades, des randonnées ont déserté ces espaces verts. Les peu personnes que nous avons croisées se désolent. Nous sommes des habitués de la région, mais cette année, beaucoup de choses ont changé. Les touristes ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Nous avons l'habitude de venir régulièrement au mois de septembre dans cette région, cette très belle région. On passe de super moments avec beaucoup de monde, beaucoup de petits commerçants, des gens sur des chevaux, des gens à pied, enfin plein d'activités. Et là, je suis très surprise, il n'y a absolument pratiquement rien, plus rien du tout. Une absence qui se fait ressentir. Les commerces de la zone battent de l'aile. Ouverts de beau matin, ces commerçants attendent impatiemment les touristes. Mais en vain. D'habitude, dans cette période, on fait recette. Les touristes affluent, mais cette année, les temps se font durs. Nos commerces souffrent sérieusement de la crise sanitaire. C'est dur, on ne vend plus rien. Il y a même des commerçants qui ont mis la clé sous la porte. L'activité a rétréci beaucoup et puis il y a beaucoup de répercussions à cause sur le tourisme en général, soit au niveau national, soit au niveau local. On voit vraiment beaucoup d'activités qui sont arrêtées, comme les tournées à cheval. Des emplois perdus, des commerces fermés. Pour relancer ce poumon de l'économie marocaine, un contrat-programme pour la relance du secteur touristique couvrant la période 2020-2022 a été signé par le ministère de tutelle en août dernier. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Qaïs Mouassine. Bonne soirée.